Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 87. Aujourd'hui, l'heure est venue de faire le bilan de un peu moins de 2 mois. Ici en Colombie, donc comme j'ai l'habitude de le faire dans les différents épisodes de podcast, on va débriefer, encore une fois accompagné de mon acolyte Julien, que vous avez découvert, il vous fait coucou mais vous ne le voyez pas, que vous avez découvert au mois de, c'était quand, septembre ? En Bulgarie, septembre, quand on a fait le débrief avec Julien qui est coach. Donc je vous invite à retrouver cet épisode-là. Également l'épisode sur lequel on a comparé prise de masse versus sèche. Donc comme ça, vous apprendrez un petit peu à le connaître. Et donc aujourd'hui, on est parti pour un moment de débrief ensemble de la Colombie. Donc n'hésite pas à me dire si ce format de débrief de pays te plaît. Alors évidemment, c'est encore une fois très subjectif. C'est une expérience de quelques mois selon voilà ce que nous on a vécu dans ce pays-là. Donc voilà, je t'inviterai évidemment à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on va t'expliquer et débriefer aujourd'hui. Déjà Julien, bonsoir, bonjour. Bonjour Clément, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Encore vous le voyez pas, mais on n'a qu'un seul micro pour deux. C'est l'organisation extrême, donc vous nous excuserez des fois si le son est un peu lointain. En tous les cas, on est tous les deux et on va débriefer. Julien, toi, tu étais déjà venu en Bulgarie. Oui, je suis encore perdu. Tu es déjà venu ici en Colombie. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous sommes là aujourd'hui d'ailleurs. Yes, c'est ma deuxième fois que je suis venu en Colombie, exactement la même période. C'était en novembre-décembre 2022. Et Clément, on s'est vu en France déjà, puis aussi en Bulgarie. On a passé un mois là-bas. Et on se demandait après où aller finalement avant janvier-février. Et finalement, c'est moi je connais bien la Colombie, j'ai des potes là-bas. Le temps est sympa, l'ambiance est sympa. Donc pourquoi pas y aller. Et Clément, finalement, je l'ai chauffé à venir avec nous. Et nous voilà du coup en Colombie depuis 2 mois. Donc on va du coup débriefer aujourd'hui de l'expérience. Et quelle expérience, messieurs, dames. Quelle expérience incroyable, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Julien est un fanfaron, il va vous expliquer des expériences de fou furieux. Non, honnêtement, pour vous dire la vérité, on n'est là pas en vacances. Encore une fois, je préfère mettre le contexte. Ce ne sont pas des vacances, c'est un endroit pour travailler et profiter évidemment en même temps, surtout le week-end. Mais voilà, globalement, ce ne sont pas des vacances puisque Julien et moi sommes nomades à l'année et donc on ne peut pas se permettre d'être en vacances 12 mois dans l'année, évidemment. Vous comprendrez bien qu'on doit faire la part des choses. Et il fallait aussi que la Colombie soit un pays propice dans un sens au travail. Et pour ceux qui seraient potentiellement intéressés pour travailler de façon nomade en Colombie, on vous fera aussi un débrief pour vous expliquer un petit peu notre expérience. Pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, d'ailleurs, la Colombie, je ne vais pas demander à Julien parce que je suis. Oh, si, je vais demander à Julien. Vas-y, dis-moi. Déjà, c'est en Amérique du Sud. On va dire que c'est vraiment sur la partie nord de l'Amérique du Sud, juste avant, à côté de l'Argentine. Et donc voilà, voilà. je vais reprendre la main parce que je connais Julien et je connais ses connaissances. C'est vrai, non, c'est à côté de... Non, je connais ses connaissances sur la géographie et du coup c'est pour ça que je voulais pas trop lui donner la main. Non, ce n'est pas à côté de l'Argentine, mais voilà, en tout cas il avait bien débuté. Vous l'aurez compris, c'est au nord de l'Amérique du Sud, mais non, il n'y a pas tout à fait l'Argentine à côté. En tout cas, il y a le Mexique au nord. Et vous avez la Bolivie, je crois, de mémoire au sud. Potentiellement le Brésil aussi. Mais l'Argentine, je crois pas. À moins que je me trompe. Bon, peut-être que c'est moi qui me craque. Mais en tout cas, on est là. Vous avez compris, on est là. Pour moi la première fois que je vais en Amérique du Sud. Et donc, forcément, on n'est pas encore expert de la géographie ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'ailleurs de pays intéressants à visiter. C'est une culture qui est assez vaste. Moi, je vois beaucoup de similarités d'ailleurs avec l'Asie ici. Dans le développement des pays. C'est des pays émergents, je pense. Où, voilà, il y a encore pas mal de différences entre riches et pauvres, surtout à Medellín. On vous a pas dit, oui, on est à Medellín. Pourquoi Medellín d'ailleurs, Julien? Pourquoi? Clairement, Medellín, ça fait partie des hubs, donc à entrepreneurs, notamment digital nomades. C'est des endroits finalement sur la planète où beaucoup de digital nomades se retrouvent ici. Ce qui fait que l'endroit devient un endroit propice à ces personnes-là parce qu'il y a une émergence de cafés, de restaurants avec un bon wifi. Tout est fait vraiment pour qu'on puisse bosser correctement dans des bonnes conditions. Et du coup, ça devient des lieux prisés. Et c'est également, on fait un podcast aujourd'hui par rapport à ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle ces lieux-là deviennent des lieux émergents, on va dire, pour les digital nomades. Parce que beaucoup de gens en parlent. Et comme Bali, maintenant, ça devient un peu même trop important. Trop de touristes là-bas ou trop de personnes qui sont comme nous. Ce qui a tendance aussi à avoir un petit peu un côté négatif à terme sur ces destinations-là. Ce qui, selon moi, n'est pas encore du tout le cas à Medellín. Je n'ai pas ressenti ça en tout cas, une trop abondance de personnes comme nous qui rendrait le lieu vraiment
surabondant. Non, parce qu'on peut pas vraiment comparer Medellín et Bali, effectivement, parce que Medellín c'est une ville de 3 millions d'habitants, Bali c'est une île et qui fait partie, mais c'est pas une grande ville non plus, donc c'est un peu différent, je dirais. Et c'est surtout pour les locaux, en réalité, si on réfléchit bien, c'est notre mode de vie qui impacte les locaux, c'est pas nous, on va se plaindre, oh Bali c'est surpeuplé, j'y vais pas. En réalité, si tu réfléchis, c'est surtout les locaux, à quel point on est en train de gentrifier un peu la ville, hein, Bah, concrètement. c'est exactement ce que me disait Et ma copine hier justement, c'est que Medellín, bah, ça devient de plus en plus cher et du coup les locaux ne peuvent de plus en enfin vu que le coût de la vie, enfin, leur salaire n'augmente pas forcément par rapport au coût de la vie qui augmente, bah ils doivent finalement soit vivre dans des conditions assez mauvaises à Medellín ou alors s'excentrer un peu davantage, faire un peu un exode rural, il me semble que c'est ça le terme, exode rural, ce qui fait qu'on un peu on s'approprie finalement nous étrangers la ville. Donc, ce qui c'est quand même assez malaisant à terme, mais bon, bon. ce qui est un contre-coup de notre mode de vie, mais il faut en Ouais. être conscient, hein, concrètement. Et même quand vous partez en vacances quelque part, d'un côté vous dépensez de l'argent pour ce pays, donc ça permet de se développer. Sauf qu'en réalité, souvent on se rend compte que l'argent on le dépense pour les mêmes personnes, c'est-à-dire des grosses compagnies ou quoi, et qui gèrent la plupart des hôtels, des Airbnb, des machins. Et au final, c'est pas toujours les locaux qui peuvent bénéficier de notre argent entre guillemets de l'extérieur. Donc, moi je trouve que plus ça va, plus je commence à en avoir conscience. Maintenant, voilà, on a choisi ce mode de vie là. Si on n'était pas là, est-ce que ça serait mieux? J'en sais rien. Sachant que Medellín, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quand même un passé compliqué, très très compliqué. Pour ceux qui se poseraient la question par rapport à Pablo Escobar, à la drogue, etc. Aujourd'hui, c'est pas visible. Les gens ici n'aiment pas en parler spécialement. D'ailleurs, évitez d'en parler si vous venez ici. Il y a quelques musées, tours guidés, etc. Mais en fait, moi, je me suis vite rendu compte que les gens détestaient parler de ça. C'est pas spécialement respectueux envers eux de parler de ça. Et qu'il faut pas venir en Colombie parce que tu as vu la série Narcos. En tout cas, faut pas le clamer haut et fort parce que ça va clairement rabaisser le pays à une période un peu sombre de leur histoire. Et donc, c'est pas forcément ça aujourd'hui qui est important de retenir. En Colombie, et du fait de leur passé, justement, ils ont je trouve qu'ils ont quand même une ouverture d'esprit et une joie de vivre qui est assez importante. Je sais pas ce que tu en penses, Julien, mais Bah, c'est vrai que globalement, comparativement, enfin, je sais pas si on peut comparer la Bulgarie, enfin l'Europe de l'Est à ici, mais ils n'ont pas forcément grand chose, je trouve, pour être eux. Pour autant, après, est-ce que c'est un masque ou pas, peut-être, mais ils sont beaucoup plus souriants. L'ambiance, moi, c'est la raison principale pour laquelle j'étais venu l'année dernière et je suis revenu cette année. C'est pour l'ambiance, globalement, l'ambiance d'Amérique latine, je suppose. Après, moi, j'ai fait que la Colombie, mais du moins, l'ambiance qu'il y a ici est vraiment excitante et parfois ça peut parfois être un peu chiant, il y a toujours du bruit quelque part, mais on s'ennuie jamais, il y a toujours un truc qui se passe et l'ambiance est vraiment très sympa et les gens sont vraiment très souriants. On n'a pas eu de soucis particuliers. Bon, après, il faut quand même faire attention, hein, comme partout, même en France, hein, j'ai envie de dire même davantage en France que peut-être ici d'ailleurs. Mais on n'a pas eu de problème particulier, nous d'ailleurs, en termes d'insécurité. Parce que je pense que c'est non. aussi un sujet. Chaque fois que je dis que je pars en Colombie ou que je suis en Colombie, on balance toujours à la gueule que voilà, la drogue, tu vas te faire kidnapper, machin. Alors ça peut arriver, mais honnêtement, en plusieurs mois, connaissant plusieurs personnes ici, dont un qui est resté ici un an, quasiment un an, on a eu zéro problème. Après, il faut toujours faire attention, il ne faut pas aller aux endroits où il ne faut pas aller. Faut pas se balader non plus de la nuit dans des quartiers, voilà, des quartiers un peu défavorisés. Il faut pas être con, quoi, j'ai envie de dire, simplement. Voilà, donc ça c'est le conseil de Julien, ne soyez pas très con quand vous voyagez, effectivement, et je le Merci d'avoir rejoins. résumé ça. En gros, non mais en vrai t'as raison. Et moi d'expérience de la dizaine de pays que j'ai fait sur les 12 derniers mois, je dirais que c'est pas du tout un pays où on se sent pas en sécurité. Effectivement, je trouve que c'est très safe. Même quand vous partez un peu à l'aventure à l'extérieur de la ville, je trouve que c'est relativement safe. Euh, Relativement. Moi, en vrai, on n'a jamais ressenti effectivement de peur ou d'agression, comme dans tous les pays, il faut faire attention, mais pas plus qu'ailleurs. En réalité, je dirais que tu as moins de chances de te faire voler des choses à Medellín que à Paris. C'est mon avis, il y avait peut-être les chiffres officiels, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu. C'est que les gens, de manière générale, si tu flambes pas, ils iront pas te chercher, et donc voilà un petit peu par rapport à Ouais. ça. J'ai une anecdote par rapport à ça. Non. Le fait justement de ne pas être con ici, c'est quand même du bon sens. On n'est pas en France, on n'est pas dans nos petites montagnes dans les Alpes. Faut quand même faire attention et j'ai un exemple, une belle anecdote. Heureusement, bon, ça se finit très bien. Mais finalement, on faisait un tour en cheval dans la pampa, voilà, dans les montagnes, etc.
excentré de Medellín. Et finalement, à un moment donné, on a vu à une cinquantaine de mètres ce qui s'avérait un Français. Quand il a parlé espagnol, j'ai directement vu que c'était un Français. Ça se remarque à 10 000. Et finalement, il s'est fait agresser par deux, semble-t-il, Colombiens qui étaient à moto. Et il s'est fait tirer dessus à 3 reprises, donc des balles à blanc évidemment, sinon il serait pas une fin heureuse. Et parce que le mec il avait une caméra finalement, une caméra en bandoulière assez imposante, et il était tout seul. Il se baladait comme ça dans la pampa. Enfin, l'inconscience totale de faire ça ici. Il faut quand même, voilà, comme je dis, on n'est pas en France dans les petites Alpes machin. Donc être tout seul, plus avoir des objets de valeur, sachant que le salaire moyen ici, c'est quoi? C'est 250 € par mois. Donc forcément, le moindre truc de valeur, une montre, un truc voyant, surtout quand il n'y a personne autour, bah forcément ça tente les locaux. Et ça aurait pu très bien être un meurtre que j'aurais vu sous mes yeux, clairement. Et bref, tout ça pour dire que ne soyez pas cons. Et, et voilà. Ça me fait rire parce que, oui, en fait, ça peut arriver un peu partout. Bon, après, je vais être franc avec vous, j'ai vu des agressions aussi en Australie, un des pays plus safe du monde, donc tout ça, n'ayez pas peur non plus par rapport à ce que vous a dit Julien. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, prenez des pincettes. Je vous ai raconté des expériences que j'avais à Marrakech ou dans d'autres pays. En réalité, voilà, ça peut arriver partout, ça arrivera partout. Et pour ceux qui ont peur de voyager, ne prenez pas au pied de la lettre ce qu'on vient de vous dire. Ça peut arriver bien sûr en France également. Non, mais ça peut, oui, mais Dans après, les Alpes, ils vont plus avoir envie de sortir en France non plus. Ah, tu rigoles, mais dans les Alpes, ça pourrait arriver aussi. Ouais. Donc bref, ça arrivera partout. Non, je rigole. Ça serait pas très, pardon, intéressant de vous. Bref, je m'y perds. On s'est noté quelques petites choses, pas du tout en réalité. Vous allez voir que ce podcast est complètement improvisé. C'est d'ailleurs ça la beauté du podcast, c'est que je ne prépare absolument rien. Et c'est de pire en pire, vous allez le voir. On va, on va vraiment aller en freestyle avec Julien. Mais en gros, voilà, Medellín, c'est une ville qui d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve au centre-sud, entre guillemets, aucune idée, au centre-sud de la Colombie, et il n'y a pas la mer. Je préfère le dire tout de suite, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah, la Colombie, il doit faire beau, il doit faire chaud, il doit y avoir la plage. Non, il n'y a pas la plage partout, donc non, il n'y a pas la plage à Medellín. Non, il ne fait pas beau tout le temps. D'ailleurs, au mois de novembre, là on enregistre le podcast aujourd'hui le mercredi 29 novembre. Moi je suis arrivé le 11 octobre. Le mois d'octobre, il a plu 80% du temps, je dirais. Donc c'était assez embêtant. Maintenant, il fait pas froid et c'est l'avantage d'un pays équatorial entre guillemets au niveau de l'équateur, c'est que il fait jamais froid. Après, il faut quand même noter que même s'il pleuvait, c'était souvent fin d'après-midi, fin midi d'après-midi, fin d'après-midi. Et le matin, il faisait quand même globalement beau avec du soleil. Et puis Jusqu'à 13h, il faisait beau. on est quand même en t-shirt, short depuis, même s'il pleuvait. Enfin, il fait quand même une bonne température. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est cool. Le climat ici, il n'y a pas à se plaindre. Hein, évidemment, quand tu écoutes ce podcast en France mi-décembre et que tu regardes Ça fout le sol. la météo, il fait 0 degré. Et on rigole pas parce qu'on va y être dans peu de temps. Dans quelques jours, Mais, on y retourne, mais voilà, en vrai, bon, on était plutôt bien ici. Par rapport au décalage horaire, d'ailleurs, pour ceux qui viendraient ici, sachez qu'il y a 6 heures de décalage horaire. C'est pareil qu'à New York. Donc, il n'y a pas un décalage horaire énorme non plus. C'est largement jouable. En tout cas, pour ceux qui travaillent en ligne, vous verrez que c'est complètement jouable. Et puis voilà. Par rapport à la nourriture, Julien, parce que c'est un point important quand on voyage, que ce soit quand on fait ses courses, ça j'en parle souvent dans les podcasts, ou quand on mange au restaurant. Comment toi, comment tu as vécu cette expérience au niveau culinaire? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que tu as été surpris? Enfin, tu étais déjà venu l'année dernière, mais c'est quoi la nourriture ici en Colombie? Globalement, tout est fait à partir d'une même base. On a fait pas mal de restos colombiens et on se rend compte qu'il y a une dizaine de plats, mais on a beau choisir des plats différents, il y a toujours une base qui reste similaire avec du riz, avec des légumes, également du poulet qui est toujours un peu en sauce avec quelques aromates. Le plat typique aussi, bon, il y en a plusieurs, mais il y a la bandera paisa. C'est vraiment un truc énorme. C'est vrai qu'en termes de protéines, je trouve qu'on est quand même excellemment bien servi. Après, en termes de qualité, je sais pas réellement ce que ça peut donner, vu les coûts ici. Mais c'est vrai qu'en termes de niveau de protéines, ils sont quand même à un niveau très élevé, ce qui je trouve est très intéressant ici, notamment quand on fait de la musculation ou même pour être globalement en bonne santé. Et toujours contient beaucoup de viande, pas mal de lipides aussi. Mais c'est que sur les gens, enfin un peu une transgression, on en parlait je crois hier sur un bar là, c'est que les gens finalement sont extrêmement fit. Je pense que c'est une grosse part génétique, hein. Les Colombiennes notamment sont connues pour être le top 1 des femmes les plus belles du monde, c'est pas pour rien. Ils ont clairement une génétique juste incroyable.
des filles qui finalement ne font aucun sport ont le physique d'une Française qui ferait du sport par exemple depuis pas mal de temps. Donc extrêmement intéressant. Et niveau alimentation, on peut quand même assez vite se lasser, surtout nous en tant que Français, quand on est habitué à l'alimentation française. C'est globalement toujours les mêmes choses. Là, hier, on mangeait quoi? On mangeait mexicain, parce que ça commençait un peu à nous casser les couilles de manger colombien, honnêtement. Mais on a quand même quelques petits manques, ça, de la France, du fromage, du saucisson, enfin des bonnes choses françaises qu'on n'a pas ici, bon, ce qui est normal, et qui peut un petit peu manquer, surtout quand on est là sur du long terme. Mais si vous êtes ici une semaine, 2 semaines, bon, voilà, vous allez pas, voilà, ça va être très bien, vous allez pouvoir manger local. Je pense que vous allez très bien kiffer pendant ce séjour-là. Ça coûte combien manger local ici? Bah, tous les locaux finalement, nous on mange quasiment tous les midis au resto le menu du jour. À savoir que globalement on en a pour 15 000 pesos. À savoir que 1 euro ça vaut 4 300 environ pesos. Ce qui fait que 15 000, donc le repas du jour, on en a pour 3,50 €. Donc c'est pour ça qu'aussi on se permet de faire ça tous les jours. Parce que clairement, c'est clairement donné. Pour ça, tu as un menu du jour avec une bonne quantité. Tu as une soupe avec et puis tu as aussi une boisson. Donc franchement, ça fait un petit repas plutôt healthy en plus, plutôt top. Ouais, healthy, j'ai ma tête qui a tourné. Je dirais pas que c'est healthy. Honnêtement, moi, il dit on mange le menu du jour. Julien mange le menu du jour tous les jours, effectivement. Ce qui est pas mon cas parce que je trouve ça pas bon. Et voilà. surtout, non, c'est surtout parce qu'en réalité, c'est pas extrêmement sain, selon moi. Bon. La nourriture colombienne, de manière générale, j'ai cuisine avec beaucoup d'huile, ce qui est pas mon cas. Et c'est surtout certainement des huiles végétales. Tu te rends bien compte quand même que c'est souvent très frit, etc. Donc, et très sucré aussi dans les boissons, etc. Donc, bon, pour quelqu'un comme moi qui a coupé le sucre depuis un moment, ou comme pour vous si vous êtes dans cette phase-là, comme dans beaucoup de pays, de toute façon, il faut faire un peu attention. Vous pouvez manger au restaurant régulièrement et ne pas prendre de poids. Je pense que c'est toujours pareil, c'est une question de total calorie, vous le savez. Donc, bon, si vous êtes actif, vous venez ici, vous marchez, vous mangez au restaurant de temps en temps, vous serez bien calé, vous aurez votre quota de protéines assez rapidement, ça c'est pratique. Il y a peu de produits laitiers pour le coup ici, en tout cas de qualité et à prix abordable. C'est effectivement un petit peu embêtant parfois, mais on peut trouver des alternatives à 10 € le pot de skyr. Hein. Non, je rigole, mais c'est pas loin de ça. Donc, c'est quasiment ça. Ouais, c'est quasiment ça. Alors, je sais plus, moi je regarde pas trop les prix, mais c'était un peu ça. J'ai pris un pot de 1 kg, je crois, de fromage blanc qui fout avec la stevia, etc. Mais ça, c'est marrant. Mais bon, bref. Sinon, pareil pour les courses, c'est moins cher qu'en France. Ça dépend des enseignes dans lesquelles on va. On n'a pas les chiffres officiels, mais je dirais que c'est bien 30% moins cher au moins. Surtout sur la viande, c'est moins cher. Ça dépend si vous prenez des produits importés ou des produits locaux, c'est toujours pareil. Mais ça reste abordable, je pense qu'on a fait quand même quelques économies là-dessus. Ouais, tout dépend les enseignes, en effet, il y a des enseignes quand même qui étaient, je vais pas dire chères, mais qui étaient quasiment au même terreau qu'en France, sauf exception sur quelques aliments. Mais c'est pour ça qu'on se demande, enfin moi je me suis demandé longtemps, mais comment font les locaux avec 250 € par mois pour finalement payer leurs courses, payer tout ce qu'ils ont à payer. Finalement, la réponse est assez simple, c'est qu'ils ont ils vont directement soit sur des marchés et ils achètent très très peu cher. Nous on achète ça peut-être 3 ou 5 fois plus cher en supermarché. Ils achètent ça sur des marchés également, tout ce qui est poulet, où ils sont direct en contact avec les locaux ou les boucheries, etc. Ce qui fait qu'ils ont des courses pour, je sais pas, une cinquantaine d'euros peut-être pour le mois, honnêtement. Alors que nous, pour la même chose, peut-être pas la meilleure, même qualité, c'est une semaine. Même pas une semaine. C'est même pas une semaine. Donc, Ouais, après, parce que nous, on a l'habitude de consommer pas mal de protéines. On parlait de la viande, c'était un peu moins cher, oui, mais je pense que. Toi, tu manges plus des œufs aussi, d'ailleurs, c'est plutôt le bon deal. Mais manger de la viande à tous les repas, comme c'est quasiment mon cas, effectivement, c'est un certain budget. Mais en France, c'est encore pire, vous l'avez bien vu, hein, surtout depuis l'augmentation des prix de la viande. En France, c'est assez cher. Donc voilà, on s'en sort bien, c'est pas trop mauvais, on retrouve quand même des produits. Alors, c'est pas les mêmes produits. Si tu n'as jamais voyagé, tu te rends encore vite compte qu'il n'y a aucun produit similaire. Il n'y a pas de produit Danone comme dans certains pays en Europe. Voilà, il n'y a aucun. Quasiment. Enfin, si, il y a quelques produits d'import, je dirais des produits secs, des pâtes Barilla, des sauces, des céréales qu'on peut connaître. Mais en tout cas, pour le reste, produits frais, effectivement, il n'y a pas d'importation non, ici. Ça n'a aucun intérêt, c'est bien plus cher. Et puis surtout que si on voyage, c'est aussi pour se dépayser. Si finalement on retrouve toutes ces marques, bon, quand on reste sur du long terme, pourquoi pas. Mais c'est un peu dommage de finalement retrouver les mêmes choses, de parler qu'avec des Français par exemple. Enfin, c'est un peu ce qu'on fait. Mais oui. C'est un peu ce que tu fais toi. Bah oui, parce que Julien a réussi à avoir un groupe d'amis colombiens, évidemment. Vous allez comprendre que c'est complètement faux. Mais en réalité, on a parlé à peu de Colombiens, pas à se dire. Julien a trouvé une copine, donc tant mieux.
colombienne et c'est top. Mais pour le reste, effectivement, on s'est pas introduit avec des groupes de Colombiens, faut pas se mentir. Et de toute façon, quand vous êtes expatrié sur le court terme, c'est souvent le cas, et on l'avait déjà dit en Bulgarie, c'était encore pire pour trouver des gens. Mais voilà, ici on avait un bon petit groupe de coachs français, de gens qu'on connaît, etc. Donc c'était plutôt facile de s'intégrer avec eux. Et bon, voilà, il y a quand même une petite communauté française. Bon, on va pas épiloguer sur ça, on mais. peut peut-être raconter le co-living quand même. L'expérience en co-living. Bon, c'est vrai qu'on s'était retrouvés que entre Français, mais c'était quand même une belle expérience pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du co-living. C'est finalement le fait de vivre ensemble. On a chacun nos espaces privés de chambre, de salle de bain, et on a des espaces communs pour travailler. Là, en l'occurrence, dans l'espace, on avait un super espace de coworking où on pouvait travailler avec un super wifi, une cuisine commune, et puis tout un jardin. C'était vraiment une villa complète. Donc c'était quand même extrêmement sympa. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, on s'est trouvé qu'à des Français, mais ça aurait pu, on a quand même rencontré quelques Espagnols et quelques personnes, non, pas des locaux, mais uniquement des personnes étrangères, mais qui parlaient pas forcément que français. Donc c'est aussi pas mal quand on est tout seul, quand on voyage, de pas forcément se mettre tout seul dans un logement. Quand on connaît personne, je trouve que c'est une excellente chose. Tu vois, nous, on se connaissait Oui. déjà, on avait déjà quelques personnes, mais Oui. pour ceux qui voyagent comme ça, qui ont peur de se retrouver tout seul, Oui. bah, en co-living, vous n'allez pas tout seul, vous allez retrouver même des Français, assurément, dans des destinations comme ça, assez prisées. On est quand même un peu partout, hein, les Français. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais bref. Donc, Soit co-living, soit auberge de jeunesse. Concrètement, co-living, c'est plus pour les travailleurs nomades, parce que ça coûte un certain prix et c'est cher, pour bosser ensemble. Mais sinon, c'est peu de budget, vous allez dans un hostel, hein. Hostel, auberge de jeunesse, c'est 10 € la nuit ici, vous pouvez rencontrer du monde. comme un pouilleux. Non, parce que tu peux aussi avoir des chambres individuelles dans les hostels, Ah bon. en réalité, et c'est bien moins cher. Mais voilà, c'est une autre expérience. Si vous êtes assez jeune pour le faire, faites-le. En réalité, moi j'en ai déjà fait plein en Australie, c'est une bonne expérience. Mais quand nous on travaille, c'est effectivement pas forcément possible. Par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'on a fait de fou ici? Moi, je vais vous parler rapidement du foot. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça vous intéresse pas, bah, vous aurez 2 minutes de foot quand même. Comme dans beaucoup de pays, le foot ça m'intéresse, vous le savez. J'ai fait beaucoup de stades. Je dois être à 60-70 stades, je pense, à l'heure actuelle. Le nombre de matchs, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait 2 fois un match ici à Medellín. Très très bonne ambiance. J'ai reçu des retours aussi des gens qui ont vu ça en story et ils m'ont dit que voilà, ça avait l'air intéressant. Oui, ça l'est, il y a une grosse ambiance. L'ambiance Amérique du Sud, de toute façon, au foot, c'est forcément une bonne ambiance. Faut juste faire attention, effectivement, parce que, bah, comme dans beaucoup de pays, comme moi je vais dans des stades, faut faire gaffe pour acheter les tickets aux arnaques ou même à vos affaires parce que bah, y a un peu de tout le monde, c'est un peu le bazar. Et en Colombie, les matchs de foot, c'est un peu, il n'y a pas vraiment de fouilles et tu rentres un peu tout ce que tu veux dans le stade, donc quand même faire attention de toute façon. Comme partout, mais c'est assez facile d'avoir des places. Vous allez devant le stade, comme dans beaucoup de pays, et vous pouvez avoir des tickets à la sauvette. Attention à ne pas vous faire arnaquer encore une fois. Et voilà, ça coûtait entre 20 et 30 €, ce qui est assez cher quand même, parce que bah, c'est du prix revente, c'est du prix pour les gringos, donc les Américains et les Européens, entre guillemets. Et donc voilà, de toute façon, quand vous voyagez et que vous avez une couleur de peau un peu différente des locaux, vous allez payer le tarif local, vous allez payer pardon, le tarif touriste. Faut en être conscient, mais c'est comme ça dans tous les pays. Dans quasiment tous les pays, il y a une discrimination au tourisme par rapport au prix. C'est comme ça. En France, je pense que ça passerait jamais de faire ça. Et pour autant, vous verrez que dans les autres pays, ça passe très bien. Et c'est comme ça. Et on assume. Donc voilà, c'était un peu plus cher, mais c'était une très bonne expérience. Par rapport à ça. Par rapport à l'ambiance, Julien, l'ambiance dans la ville, on a parlé effectivement qu'il y avait pas mal de bars, de restaurants, ça bouge pas mal. Comment on pourrait l'expliquer en audio? Euh, L'imagé, tu vas dire ouais, l'imagé. Bah déjà, ça va dépendre où est-ce qu'on est. Nous, on a passé un mois vers El Poblado, c'est vraiment le quartier, on va dire, entre guillemets, riche, où il y a le plus de densité de nomades ou d'étrangers, ou plutôt d'expatriés, pour trouver le bon terme. Donc forcément, c'est des lieux qui sont beaucoup plus... c'est beaucoup moins ghetto pour parler franchement, c'est pas ghetto du tout, on peut se balader tranquillement, franchement on risque rien dans ces quartiers-là. Et il y a une fameuse rue qui s'appelle la Provenza, qui est un peu la rue du diable, on va dire, à Medellín, que tout le monde connaît, qui est déjà venu à Medellín. C'est un peu la destination phare à faire. Finalement, il y a une grosse abondance de discothèques, de bars, de restaurants qui sont très quand même raffinés par rapport au reste de Medellín. Et c'est un lieu quand même très prisé pour les étrangers d'être là-bas. On se retrouve vraiment entre étrangers et avec nos habitudes. Et il y a également une autre rue, je dirais, bon, il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est les deux qu'on a faites en tout cas. On a la 70, donc la 70. Ici, là, on est à Laureles, dans le quartier, et on est à 2 pas vraiment de cette rue-là. Et c'est
globalement la même chose, mais plus local, beaucoup plus local et beaucoup plus ghetto. On a fait des bars et franchement, c'est quoi le terme? Des bourrins, c'est ça le terme que C'est tu des disais. bourrins. En fait, ça, C'est- si vous êtes déjà en Espagne, à Salou, etc., c'est ça. C'est des trucs de. On n'est pas sur du raffinement. Non, c'est Non. musique à fond, juste pour boire et voilà. Donc, pas vraiment d'ambiance agréable, je dirais. C'est marrant à voir, mais. Mais c'est quand même plus représentatif de. Bah, La c'est les Colombie. locaux qui vont là-bas. C'est la Colombie. À la Provenza, non, t'as quasiment pas aucun locaux en fait. C'est surtout les putes, hein, clairement, qu'on se dise. Hein, il y a pas mal de putes là-bas. Ou les riches. Parce qu'il y a colombiens, aussi je pas mal pense. de riches, donc forcément, ça amène des putes là-bas. Donc, non, l'ambiance très sympa. C'est aussi un double revers quand on est sur du long terme. Moi, je commence à être épuisé. Je pense que c'est un peu pareil pour toi. Il y a toujours du bruit tout le temps. L'isolation phonique est juste. Ils connaissent pas ce que c'est l'isolation phonique, ni d'ailleurs thermique ou quoi que ce soit, ou même hermétique. Il y a pas, ça n'existe pas ici. Des simples vitrages. Et je peux vous dire que si vous dormez sans bouchon d'oreille, vous risquerez de ne pas dormir, surtout si vous avez un sommeil léger, un peu comme Clément. Ça va être compliqué. Mais il y a des quartiers qui sont quand même beaucoup plus calmes. Hein. Le mois dernier, on était sur les hauteurs. Bon, le revers, c'est très loin finalement du centre et des activités, etc. On devait prendre le Uber tous les jours, ce qui était un peu relou. Mais on avait un calme abyssal, hein, je trouve. Mm. Quand même. Ouais, alors oui et non, parce Mais que oui t'as et non, toujours mais des feux d'artifice à 1h du mat, tu sais pas pourquoi. c'était loin. Quoi. C'est ça régulièrement. Mais voilà, ça fait partie du folklore entre guillemets, c'est plutôt marrant de temps en temps évidemment. Mais oui, il y a différents types de quartiers. De toute façon, vous pouvez être au calme, il suffit de trouver les bons quartiers. Je pense que c'est possible. Le coût des Uber ici, c'est pas cher, on en a parlé rapidement là. Sachez que c'est pas très cher, 2-3 euros, ça dépend où vous allez. Donc bon, ça va. C'est vrai qu'à il y a un métro, c'est vrai on n'a pas forcément pris au début, Mm. mais en payant vraiment, je crois, 2000 pesos, ce qui doit faire 50 centimes, vous pouvez traverser tout Medellin avec le métro. Donc, Ouais. et puis après, les Uber sont quand même enfin, une Il y en a abondance partout, énorme ouais. en fait. Sauf quand il pleut, faites gaffe parce que ça double direct les prix. On s'est fait avoir pas mal de fois avec ça. Mais franchement, ça fait aussi partie des critères pour moi d'avoir une locomotion qui est facile, qui est peu chère. On n'a pas besoin d'avoir une voiture, on a des Uber tout le temps, à n'importe quelle heure. C'est quand même extrêmement pratique quoi. Ouais. Parce qu'en plus, Medellin, c'est quand même assez vaste, assez grand, quoi qu'on en dise. Si on compare une ville française, c'est Marseille, hein, concrètement. D'ailleurs, il y aurait pas mal de similarités avec Marseille, un peu dans l'ambiance et dans le. Voilà, vous avez compris. Voilà. Ils n'ont pas d'accent par contre marseillais, et ils mangent pas de bouillabaisse, mais vous avez compris un peu. C'est un peu folklorique comme même Marseille, j'ai l'impression. Le prenez pas mal hein, si vous êtes de Marseille. Moi je vois ça un peu comme ça. Ce qui a un peu de côté positif si vous êtes de Marseille, vous le savez. Et ce qui peut aussi potentiellement être un petit côté négatif, mais voilà. Donc on a dit ça, il y a pas mal de tourisme effectivement ici, on n'est pas très loin des États-Unis en réalité, donc pas mal d'Américains notamment, ils nous prennent souvent pour des Américains. Les gens parlent anglais, Très peu. je dirais comme en France, pas mieux, pas mieux, voilà. Comme en Bulgarie, c'est pas mieux. Quoique, je sais pas, c'est peut-être plus qu'en Bulgarie, je sais pas exactement. On n'est pas sur, en tout cas, on n'est pas sur un pays anglophone, vous l'avez compris. Il vous faudra quelques bases d'espagnol pour quand même essayer de vous intégrer au minimum à dire bonjour, merci, voilà ce que je veux. Ce qui est logique dans tous les pays de toute façon. Mais ouais, il n'y a pas besoin d'être expert. Vous pouvez faire un mélange d'espagnol et d'anglais. Vous arriverez à vous en sortir. Évidemment, ne parlez pas français parce que ça va pas marcher. Mais avec les applications, vous pouvez vous en sortir assez facilement. Dans les activités à faire à Medellin, en fait, en réfléchissant bien, vous allez voir que c'est surtout aux alentours de Medellin qu'il y a des choses à faire. Dans la ville en tant que telle, oui, il y a des choses à Il n'y a visiter. pas des monuments comme en France où il n'y a pas des choses particulières non plus à voir. Il y a quelques musées, Mm. il y a la communauté Tressé. Oui. Euh, C'est quoi la commune tressée pour ceux qui savent pas, qui l'ont pas vu en story d'ailleurs? En gros, il y a 10-20 ans, c'était là où finalement Pablo Escobar avait tout son business de narco, Mm. narcotrafiquant là. Oui. Et c'était un peu la guérilla ou la guerre civile là-bas. Enfin, c'était vraiment injouable pour un étranger, même les locaux, d'être là-bas. C'était une insécurité totale. Vous pouvez se faire buter à n'importe quel coin de rue. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment c'est assez incroyable. C'est tout l'inverse, un centre touristique où vraiment ils ont aménagé ça. Ils ont mis beaucoup d'infrastructures pour permettre finalement aux touristes de venir en toute tranquillité, en toute quiétude. Ouais, franchement, tu y allais tout seul, c'était tranquille, tu vois. Et On a utilisé le mot quiétude dans le podcast. quiétude, ouais. Pour la Colombie, c'est quand même incroyable qu'on ait utilisé ça. Ouais. Quiétude. Je suis épuisé de ce pays, je vous dis. J'en peux plus. Mais oui. Mais oui, sinon dans le centre, il n'y a pas non plus énorme de choses à faire. Il y a éventuellement le parquet del Rio qui est assez sympa là actuellement. On va arriver sur le mois de décembre. Ils ont mis beaucoup
de feu, comment on appelle Déco ça, de Noël et déco tout de comme Noël, ça, etc. Et vraiment, ils ont mis le paquet. Un peu, tu comparais ça un peu à l'Asie, non? Ouais, encore une Il me fois, semble. mais en vrai, ça ressemble beaucoup sur Et, plein de points. après, globalement, les grosses activités qui sont les incontournables, selon moi, je pense que beaucoup qui sont allés à Medellin parlent directement de Guatapé. C'est un peu la destination un peu phare quand on est ici. C'est pas à Medellin, c'est à 2 heures de bus d'ici, donc c'est très facilement, on peut très facilement y aller. Vous prenez le métro et puis vous allez prendre un bus directement, c'est très peu cher. Vous pouvez passer une journée ou deux sur Guatapé. C'est Guatapé, qu'est-ce que c'est? Tu pourrais Guatapé, définir? c'est. Ah oui, je peux définir tout à Ouais. fait. Merci de me poser cette question, mon jeune ami. Guatapé, c'est concrètement. On sait pas ce que ça fout là en Colombie. C'est des lacs. C'est vrai Un que grand lac énorme avec plein de. Je ne saurais pas trop expliquer avec un d'où gros ça rocher. sort. On dirait qu'il y a une énorme météorite qui s'est explosée là il y a Exactement. quelques années. Ça fait un énorme lac. Mais ce qui est bien, c'est que c'est plus calme. C'est là où d'ailleurs Monsieur Pablo Escobar, Don Pablo, Ouais. avait sa résidence secondaire qui a été explosée au passage. Allez, Mais oui, il y a pas mal de gens très connus, d'ailleurs très de riches Colombiens et gens connus qui vivent là-bas, qui ont des maisons secondaires. En fait, c'est les gens de Medellín qui vont se reposer entre guillemets là-bas. Et donc, vous pouvez faire des activités nautiques. Il y a aussi une grande pierre là que tu peux escalader entre guillemets, que tu peux monter avec 650 marches, qui est très agréable. Pour tester votre cardio, d'ailleurs, vous verrez à quel point le niveau physique des gens est assez compliqué de manière générale. Donc, vous allez voir à quel niveau vous vous situez. Si vous arrivez à le faire une fois, si vous êtes en PLS en haut, c'est un bon test, j'ai trouvé. Mais bref, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez essayer d'aller voir à Guatapé. Et sinon, c'est les villages environnants qui sont sympas à aller visiter en 1-2 heures de, 2 heures de bus. Vous Donc, pouvez aller voir ça. il y a notamment Santa Fe qui a 2 heures de bus. Très très beau village. Vous pouvez faire du cheval, vous pouvez faire quelques randonnées. Après voilà, ça reste un petit village. Il y a des miradors aussi à voir, donc des spots finalement, des points de vue sur la ville. Et il y a également un peu finalement qui est, enfin, on est à Jardin, qui est aussi un autre lieu que pour le coup à 3 heures de bus, qui est un peu plus loin. Euh, et quand je suis arrivé là, enfin quand on est arrivé là-bas, je me suis dit putain merde, on s'est trompé, on est à Santa Fe. Je me vraiment, parce que c'était la même place. En fait, c'était la même chose, même bâtiment, place avec une église, même truc. Mais putain merde, on s'est planté dans le truc. Tu vois, vraiment. Comment c'est possible? Je me suis dit merde. Pourtant c'était à l'opposé. Ouais. Et mais bref, du Ça coup, se ressemble beaucoup. excellent aussi. On a fait la même chose, tour en cheval, très sympa. Je vous le conseille fortement avec un guide. Sans caméra autour du cou, hein, évidemment. Sinon, ça va Oui, avoir des problèmes. puis faites-le en groupe. De toute façon, vous serez forcément en groupe ou avec un guide, donc c'est safe. Et après, moi j'ai pas tellement fait d'autres choses à part ça. Guatapé, Santa Fe, Jardin. Après, il y a pas mal d'autres choses qui sont un peu plus excentrées. Il y a une chose qui est très intéressante à faire, c'est la vallée de Corcora, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Finalement, on a des énormes palmiers de 30-40 mètres de haut, si je me trompe pas. C'est vraiment incroyable. Enfin, bon, bref, sur Google Maps. Ouais, on va pas vous faire tout le guide touristique effectivement de la Colombie, vous verrez il y a plein de trucs à faire, nous on vous parle vraiment de ce que nous on a vécu. Les salles de sport en Colombie, le fitness, parce que c'est un peu le thème du podcast quand même, on vous a parlé un peu de tourisme, mais évidemment vous l'avez compris, on n'est pas le guide du routard, pas encore, mais en tout cas les salles de sport, ça c'est notre domaine. Julien et moi avons une bonne connaissance des salles de sport ici, on en a fait 2, 3, 4, tu en as fait plus que moi, mais au moins 4, 3, 4. Ouais. Plus la salle de sport à l'extérieur qu'on a faite en ce moment. Par rapport aux salles de sport, ça coûte combien ici? Bah, déjà, si vous êtes sur du. Enfin, imaginons que vous venez pour un mois, vous en avez pour, il me semble, 20 euros, il me semble. à 20 peu euros près là, 20 euros. c'est enfin le Le mois. mois. Et après, si vous voulez un abonnement à. C'est vrai, il y a des chaînes ici, notamment SmartFit qui est un peu le plus répandu. C'est vrai que c'est quand même des bonnes salles de sport qui sont quand même relativement peu chères. Vous avez un matériel qui est quand même assez. Qui est parfait, enfin, qui est nickel en fait. Vous en avez pour 30 euros ou 20 euros par mois sur 12 mois pour avoir accès à tous les SmartFit de Ménis, ce qui est assez intéressant parce que là on a quand même pas mal bougé nous en termes de logement, donc c'était un peu relou parfois. On était abonné, notamment Clément, on était abonné à plusieurs chaînes de sport en même temps parce qu'on avait bougé entre temps, donc c'était un petit peu relou. Mais non, très peu cher et puis. Vous non, pouvez voilà. vous pouvez vous entraîner facilement ici. Il y a des salles un peu partout, il y a des chaînes. Vous pouvez même y aller à la séance pour la plupart, donc pas de problème pour vous entraîner. Vous avez aussi beaucoup de parcs à l'extérieur, donc s'il fait beau, vous pouvez vous entraîner gratuitement dehors. Nous, on a eu, je vous ai montré en story pour ceux qui l'ont vu, mais on a trouvé un parc entre guillemets pas loin de chez nous là, où il y a quasiment une salle de sport à l'extérieur. Ça, c'était assez fou. On en a déjà parlé, donc voilà, c'était vraiment cool. On avait plein de machines pour faire des exos. C'est gratuit. C'est un petit peu endommagé forcément parce qu'il y a du passage. Mais je trouve c'est bien, c'est super bien parce que ça donne accès à la population locale
gratuitement de pouvoir s'entraîner. Ça, c'est quand même un point très positif. Je vous parle pas du parcours santé en France avec 2 barres de traction et le petit vélo, hein. Je vous parle là d'un truc sérieux. On en a vu beaucoup de réactions, on s'est beaucoup marré. On s'est beaucoup marré avec toutes les petites installations. Alors, beaucoup de trucs de merde, mais pour le coup, dans le parc dans lequel je vous parle, pour ceux qui seront en Colombie, vous me poserez la question si jamais. Si vous voulez l'adresse, je vous l'enverrai. Mais c'est vraiment intéressant. Voilà. Moi, j'ai un abonnement à la salle et là en même temps, et je vais plus à l'extérieur parce que ça permet de prendre l'air aussi. Et c'est plutôt rigolo. Le seul point négatif de ça, c'est effectivement qu'il y a des machines qui sont un peu mal entretenues et surtout le niveau d'entraînement des gens qui est, on peut le dire, assez effrayant dans un sens. Mais bon, vous le savez, on est coach et on est assez critique. Enfin, moi, je suis assez critique. Pas pire qu'en France. Hein, sur pas l'exécution. Pire qu'à Basic Fit, hein. Je sais pas, mais en tout cas, là, le fait qu'il n'y ait pas d'encadrement, je vous le redis, messieurs, dames, si vous allez en salle de sport, faites-vous encadrer. C'est pas pour rien parce que là, on voit que moins il y a d'encadrement, c'est-à-dire soit des chaînes de sport, de salles de sport très commerciales, c'est-à-dire où il n'y a pas de coach quasiment, ou à l'extérieur, c'est là où les gens s'entraînent le moins bien. Parce que ils copient les autres qui font de la merde et effet boule de neige où en fait tout le monde fait un peu des trucs bizarres. Bon, si vous faites des trucs bizarres, encore une fois, je vous rassure, c'est pas grave, c'est améliorable. Tant que vous vous blessez pas, on va dire que c'est pas gênant. Mais si à terme vous vous blessez, ça serait fort dommage de ne pas avoir investi sur vous, sur ça. Bon, vous le savez, on vous a déjà expliqué un peu le principe du coaching. Bref, par rapport à ça, donc il y a des salles partout. L'ambiance est plutôt bonne, les gens s'entraînent sinon dans certaines salles plutôt bien. Il y a quelques bodybuilders, etc. Mais voilà, vous pouvez vous entraîner. C'est pas compliqué. Au niveau de l'alimentation, on en a parlé. Au niveau de l'alcool, on peut en parler rapidos pour les quelques alcooliques qui nous écouteraient. Ça coûte pas tant cher que ça, l'alcool. C'est comme pour la bouffe, de mémoire. Entre 1€ et 2,50€ la bière, je pense. Ouais. Donc ça dépend où vous la prenez. Ça dépend où vous êtes, parce que typiquement, si on compare Provenza à la Setanta, Provenza c'est très touristique, forcément, ça reste. C'est pas non plus des terres européens, mais ça reste quand même relativement cher pour la Colombie. Oui. Mais bon, vous avez le cadre aussi. Ouais, c'est ça. Ça dépend des quartiers en vrai. Mais c'est comme à Paris, je pense un peu partout. Ça dépend où vous allez. Vous payez le cadre de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Mais voilà, ça reste abordable. Vous pouvez vous faire plaisir par rapport à ça. Les gens ici, quand on leur dit qu'on est français, généralement on est bien reçus. J'ai pas ressenti d'animosité envers la France, qui était un peu moins le ressenti que j'avais en Bulgarie si vous avez écouté le podcast. Mais ici, j'ai l'impression que On est même très bien reçu. Oui. Le fait d'être français, bon, comme d'habitude, vous avez Kylian Mbappé qui ressort. Pour ceux qui à chaque fois parlent, moi j'ai parlé plusieurs fois avec des Uber, des fois ils parlent de foot. Bon, forcément c'est Kylian Mbappé. Et j'ai l'impression qu'ils aiment pas trop les Argentins ici. Du coup, ils ont un peu le seum comme nous qu'on ait perdu lors de la dernière finale. Mais bon, voilà. En tout cas, les Colombiens c'est un gros pays de foot. Ils matent tous les matchs, ils sont vraiment à fond dedans. Ils aiment, à mon avis, aussi beaucoup la France pour ça, je pense. Pour ceux qui n'aiment pas le foot, ils ne se rendent pas compte, mais il y a quand même un rayonnement mondial grâce au fait qu'on ait gagné la Coupe du Monde en 2018 et en 98 et parce qu'on a des très bons joueurs. Je pense que réellement ça joue positivement pour l'image de la France à l'international, quoi qu'on en dise. Donc voilà, ça je l'ai ressenti aussi. Par rapport à ça, je crois qu'on a quasiment fait le tour, Julien. Juste pour info, Medellín, si vous voulez situer un peu quel type de ville c'est, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. En face de nous, on a une vue assez incroyable, on est au 7e étage de notre immeuble. Et Medellín, en fait, c'est entouré de montagnes. C'est quand même important que vous situez un peu le truc. On vous a dit, il n'y a pas la mer. C'est entouré de montagnes. C'est très vert pour le coup. Alors, il n'y a pas des parcs partout, mais c'est juste qu'il y a des arbres partout. C'est un peu une ville dans la jungle. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Ils n'ont pas déstructuré la ville. De toute façon, il pleut souvent, donc forcément, il y a beaucoup de nature. Ça serait compliqué, je pense, pour eux de tout couper. Mais voilà, ils ont laissé place à la nature et ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Point négatif, juste quand même, je voulais vous en parler, la pollution et le bruit, comme dans beaucoup de villes émergentes, je dirais que c'est un peu l'adage, c'est toujours lié à ça. Vous allez en Asie, en Inde, c'est encore pire, mais voilà, du bruit partout, là, voilà, on ouvre la fenêtre, on entend tout le temps des bruits, tronçonneuse à 1h du mat, feu d'artifice, le mec le matin, je vous ai déjà dit dans plusieurs podcasts, mais qui nous vend ses fruits et légumes au speaker, au haut-parleur, comme s'il était dans un stade de foot. Papayas, voilà. Voilà, donc on a notre réveil. Il y a toujours un truc qui va te réveiller, de toute façon, que ce soit le jour ou le bruit ou les armes de bagnole toutes les 5 secondes. Voilà. Ça fait un peu, voilà. Mais sinon, au-delà de ça, je pense que c'est une bonne expérience. On va conclure cet épisode d'ailleurs sur la note, la fameuse note. Si vous vous rappelez, Julien avait donné une note très sévère sur la Bulgarie. Ouh là là, les Bulgares vont essayer de le chercher après. J'avais donné 6 ou 5. Je ne sais plus, mais c'était très mauvais. J'ai reçu quasiment au moins 300 messages de la part notamment de l'ambassade bulgare en France qui s'était plaint de ce podcast-là, notamment de Julien Omega Coaching. Je suis banni de voilà, donc Julien a un contentieux avec la mafia bulgare, donc attention à ce que tu vas dire ici en Colombie.
Quelle est ta note, Julien, pour ton sentiment général sur cette ville et ce pays, même si on n'a pas fait tout le pays? Bah, de toute façon, je pense que vous voyez me venir. C'est la deuxième fois que je viens ici. Si en général on revient quelque part, c'est qu'on kiffe. Sinon, je ne serais jamais revenu là. Donc, je dirais ma note. Après, c'est une note qui est quand même subjective par rapport à l'expérience que j'ai actuellement. Peut-être qu'il y aura des pays que j'ai pas encore fait qui vont être bien meilleurs que celui-ci. Mais pour le moment, pour moi, ça va être un 10 en fait. Clairement, sinon je ne serais pas revenu. Et ouais, non, un 10, clairement. Donc tu te vois vivre ici jusqu'à la fin de ta vie? Alors, si 10 veut dire ça. Bah oui. Ou 10, c'est-à-dire que c'est ton pays parfait. Bah, c'est mon pays parfait. Après, pour le moment. À ce moment donné de ta vie, ok. Ouais. Non mais du coup c'est compréhensible. Après, moi, je me vois pas forcément, je pense que c'est un peu pareil pour toi, mais je me vois pas pour le moment vivre à un endroit T. Je me vois plus alterner entre des pays, notamment bah, la France et la Colombie. Je me vois très bien faire ça, par exemple, 3 mois, vu que les visas c'est 3 mois, à part si on décide de rester plus longtemps. En tout cas, on n'a pas le choix de changer de pays à un moment donné. Ouais. Donc, et toi, la note? Et moi? Et bah moi je Être mettrais, plus sévère. je mettrais une note de, j'en sais rien en vrai, moi je mettrais 7 sur 10. 7 sur 10 parce que j'avais aucune expérience en venant ici. J'avais quelques a priori qui n'étaient pas extrêmement positifs pour plein de raisons par rapport à mon historique avec les Colombiens et ce qu'on en entend évidemment. Maintenant je suis ouvert à chaque fois à chaque nouvelle destination et j'étais très curieux de voir un peu comment ça se passait. Et finalement plus ça va, plus effectivement on se sent bien. C'est sympa. Il n'y a pas de gros points négatifs, effectivement. Il y a des pays où vraiment on peut se sentir mal, ça peut arriver. Ici, non, je trouve que c'est bien, c'est une bonne expérience, c'est safe. Les gens sont sympathiques, il y a quand même des activités à faire, le temps est là. Donc voilà, ça serait difficile de se plaindre. En réalité, on est très très chanceux d'ailleurs, hein, on vous le redit, mais on est très chanceux d'avoir ce style de vie là. Chanceux et en même temps, je pense que vous aussi qui écoutez le podcast, vous en avez la capacité. Vous en êtes capable également de vous créer ce style de vie si c'est votre choix, encore une fois. Je vous encouragerai à le faire et n'hésitez pas d'ailleurs si c'est un mode de vie qui vous intéresserait, je serais très content d'échanger avec vous en message privé sur Instagram notamment. Je sais que j'ai réussi à ma petite échelle, mais à encourager certaines personnes des fois à prendre des décisions de voyage et j'en suis très content et très fier. Donc il ne faudra pas hésiter à vous aussi vous lancer. Potentiellement peut-être que 2024 c'est l'année où tu vas te lancer, où tu vas peut-être quitter ton travail, te lancer dans de l'expatriation ou même des voyages, une année sabbatique, hein, sachez-le, ça existe en France, vous pouvez le faire hein, si jamais vous voulez le faire, et visiter le monde, profiter de votre vie en tout cas, et voilà, c'est clairement le but de ce podcast-là, vous l'avez vu, c'est un épisode un peu spécial, où on ne parle pas que perte de poids, etc. Et c'est un peu aussi un épisode débrief de l'année, je vous referai d'autres épisodes, hein. D'ailleurs j'ai peut-être envie de faire un épisode dans la prochaine destination à laquelle je vais pendant quelques jours. Peut-être que je m'avance pas trop, on verra. Et je vous ferai un débrief aussi de l'année sur les objectifs. Parce que oui, c'est quasiment la fin de l'année. On avait parlé d'objectifs sur le premier podcast de l'année. Je sais que 99% des gens dans le podcast ont oublié leurs objectifs. Et moi aussi, je les ai un peu oubliés. Mais on va se les rappeler. Et on va voir ce que ça a donné. Je vais encore une fois être très transparent sur mes objectifs. Et vous dire où j'en suis, et puis vous aussi peut-être faire un bilan sur votre année et comment on peut faire que 2024 devienne l'année dans laquelle vous êtes le plus heureux possible, hein. C'est ça en réalité, hein. L'objectif de la vie c'est d'être heureux, donc après ça va dépendre de chacun et de chacune, mais en tout cas voilà, on fera un petit débrief par rapport à ça. Encore une fois 43 minutes de podcast, c'est magnifique, ça fait 85 épisodes qu'on finit quasiment tout le temps à 45 minutes. Merci Julien d'être passé dans le podcast. C'est peut-être la dernière apparition de Julien, à moins que vous vouliez à moins que vous vouliez de nouveau le retrouver. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram, parce que du coup il a changé de compte Instagram depuis la dernière fois, comme ça si tu peux pour les gens. Écoute, déjà merci pour l'invitation de nouveau, Clément. Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur mon nouveau compte Instagram. J'ai décidé de relancer tout ça pour en fait un compte 100% dédié pour les hommes skinny qui veulent prendre de la masse. Donc, il s'appelle Julien Coach Skinny Man. Vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram et puis découvrir mon contenu. Voilà. Pour les gens qui veulent prendre du poids, hein, n'hésitez pas à aller le suivre. Et même dans tous les cas, il vous montrera aussi les coulisses de ses voyages. Donc voilà, ça peut vous intéresser sur tout ça. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Je vous souhaite comme d'habitude un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Je m'engage pas sur la nouvelle date, mais on se donne rendez-vous la prochaine fois. Salut à tous, ciao.